bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. La France, à la veille de la Révolution, était un royaume dont la structure sociale et politique semblait à la fois ancienne et rigide. Le pouvoir était concentré dans les mains du monarque, considéré comme le représentant divin sur terre, un roi dont l'autorité ne se contestait guère officiellement. Cette monarchie absolue reposait sur un ordre établi depuis des siècles, où la noblesse et le clergé jouaient un rôle central dans la gestion du royaume et la vie de ses habitants. La société française de cette époque se divisait en 3 ordres distincts, dits les États. Le premier État comprenait le clergé, détenteur non seulement d'un pouvoir spirituel, mais aussi d'importants privilèges économiques. Le second État regroupait la noblesse, souvent propriétaire terrien, jouissant d'exemptions fiscales et d'un statut social avantageux. Enfin, le tiers État constituait la grande majorité de la population. Il comprenait les paysans, les artisans, les commerçants et la bourgeoisie émergente, autant de groupes soumis aux impôts et aux charges, mais disposant de peu de droits politiques. La féodalité, système en grande partie hérité du Moyen Âge, subsistait encore dans de nombreuses régions. Ce système organisait les relations entre seigneurs et paysans, souvent à travers des obligations de service ou de redevances. Cependant, cette structure s'effritait lentement sous les coups de la modernité et des transformations économiques. Les villes, lieux de commerce et d'échange, connaissaient une croissance significative, faisant émerger une nouvelle classe sociale, celle de la bourgeoisie, qui cherchait à s'affirmer face à la noblesse. Le règne du roi Louis XVI, dernier monarque avant la Révolution, était marqué par une certaine rigidité dans le maintien de ces structures. Malgré les efforts pour moderniser certains aspects de l'administration, le poids des traditions et des privilèges freinait toute réforme en profondeur. Le souverain restait attaché à l'idée d'un pouvoir absolu, ce qui s'avéra vite incompatible avec les aspirations croissantes à plus de justice sociale et de participation politique exprimée par une partie de son peuple. Par ailleurs, la France connaissait une situation économique difficile. Les dépenses du royaume, notamment liées aux guerres précédentes et au faste de la cour, creusaient les déficits. Les tentatives de réforme fiscale se heurtaient à l'opposition des élites bénéficiant d'exemptions. Ceci exacerbait le ressentiment du tiers-État face à une inégalité perçue comme insupportable, favorisant l'émergence de critiques à l'encontre de l'ensemble du système monarchique. La diffusion des idées des Lumières joua un rôle déterminant dans ce climat. Les philosophes de cette période invitaient à repenser la société sur des bases rationnelles et égalitaires. Ils mettaient en lumière les questions de droits individuels, de justice et de souveraineté populaire. Leurs écrits circulaient largement, surtout parmi les intellectuels et la bourgeoisie qui cherchaient à dépasser les cadres traditionnels du pouvoir. Cette tension entre un ordre ancien et les aspirations nouvelles se traduisait par une série de crises politiques et sociales. Les assemblées provinciales, les parlements et les états généraux, institutions parfois consultées, perdaient progressivement leur autorité réelle ou exprimaient des doléances chaque fois plus insistantes. Les frustrations accumulées trouvèrent un terrain fertile dans une société où la question de la représentation et des droits devenait centrale. Le rôle du clergé, puissant et omniprésent, était de plus en plus contesté. Les exemptions dont il bénéficiait et son influence sur la population alimentèrent les critiques, notamment dans un contexte où de nombreux membres du tiers-État souffraient économiquement. De même, la noblesse elle-même était parfois divisée, entre une partie conservatrice attachée aux privilèges et une autre plus ouverte au changement. Le poids des coutumes locales et des pratiques ancestrales renforçait un sentiment d'injustice. Par exemple, la corvée, travail obligatoire imposé aux paysans pour les routes ou les chantiers seigneuriaux, était particulièrement détesté. Son existence rappelait la dépendance presque servile d'une grande partie de la population rurale. Ces coutumes, mêlées aux impôts et à la réglementation, assuraient un contrôle social étroit, mais provoquaient aussi un mécontentement latent. En parallèle, la montée en puissance de la bourgeoisie, souvent commerçante ou professionnelle, amenait une nouvelle dynamique. Ce groupe revendiquait non seulement la reconnaissance sociale,
mais aussi un poids politique à la hauteur de sa contribution économique. Cette demande contribua à alimenter le débat sur les idées de souveraineté nationale et d'égalité devant la loi, concept alors peu appliqué en pratique. On observe aussi que la France connaissait une population importante et diversifiée, soumise à des conditions de vie inégales. L'urbanisation rapide de certaines villes, sans amélioration proportionnelle des infrastructures et des conditions sociales, accentuait les tensions. Les épidémies, la pauvreté et le chômage étaient des réalités du quotidien pour beaucoup, tandis que l'opulence royale contrastait fortement avec ces difficultés. Le système judiciaire, souvent perçu comme arbitraire, participait à ce climat d'insatisfaction. Les privilèges des nobles et du clergé dans ce domaine donnaient l'impression d'une justice à deux vitesses, renforçant la demande d'une égalité de traitement devant la loi. Les institutions conservatrices tentaient de préserver un statu quo qui devenait de plus en plus fragile. Ainsi, à l'aube de la Révolution française, la France se trouvait dans une situation paradoxale. Elle possédait une histoire riche, une culture prestigieuse et une organisation sociale établie depuis longtemps. Mais ces acquis étaient mis à mal par des évolutions profondes. Le fossé entre les attentes du peuple et le maintien des anciens privilèges s'élargissait, préparant le terrain à des bouleversements majeurs. Cette période de transition, marquée par un mélange de traditions et de contestations nouvelles, constituait la prélude nécessaire aux transformations à venir. La Révolution ne surgit pas de manière soudaine. Elle fut le produit d'un lent processus de crise et d'accumulation de revendications. Comprendre ce contexte permet d'apprécier comment les événements historiques ont façonné les idées contemporaines sur les droits humains et la gouvernance. Le passage d'un régime fondé sur la monarchie absolue à une société fondée sur les principes d'égalité et de citoyenneté représente une étape fondamentale dans l'histoire de la France. Ce mouvement a influencé non seulement le pays lui-même, mais aussi l'ensemble du monde occidental par ses idées et ses actions. La remise en cause de l'ordre ancien ouvrit la voie à la naissance de nouveaux concepts politiques et sociaux. Dans les années qui suivirent, ce contexte agité donna naissance à des débats passionnés, des réformes, puis finalement à des événements qui allaient révolutionner le cœur même de la société française. Il est essentiel de garder en mémoire cet arrière-plan pour saisir la portée des changements engagés et la profondeur de leur impact sur le monde. C'est à cette étape que le récit de la Révolution française trouve ses racines, dans une France à la croisée des chemins, où passé et avenir se confrontaient silencieusement. La compréhension de ce moment invite à poursuivre l'exploration des transformations qui suivirent et qui résonnent encore aujourd'hui dans notre monde. Les racines profondes de la Révolution française plongent dans un terreau fertile d'inégalités économiques et sociales dont les effets s'étaient accumulés sur plusieurs décennies. La société française était structurée en 3 ordres, dont les privilèges et les charges différenciaient nettement les groupes sociaux. Le premier ordre rassemblait le clergé, qui jouissait de droits considérables tout en étant exempté de la plupart des impôts. Le deuxième ordre comprenait la noblesse, également protégée par des exemptions fiscales, mais avec des revenus souvent dépendants des terres qu'elle possédait. Enfin, le tiers-État, regroupant la grande majorité de la population, incluant les paysans, les artisans et la bourgeoisie montante, supportait le poids principal de l'imposition. Cette organisation inégale générait des tensions croissantes, particulièrement dans le domaine fiscal. Le tiers-État devait s'acquitter de taxes nombreuses, telles que la taille, qui pesait essentiellement sur les paysans, le 20e et d'autres impôts indirects. Ces impositions limitaient considérablement les ressources financières des classes populaires et du petit commerce. Les paysans, représentant environ 90% de la population, vivaient majoritairement dans des conditions modestes, souvent au bord de la pauvreté. Ils subissaient non seulement une fiscalité lourde, mais aussi des droits seigneuriaux anciens qui contraignaient leur usage des terres, aggravant une situation économique déjà fragile. Par ailleurs, la bourgeoisie, bien qu'elle appartenait au tiers-État, commençait à s'imposer comme un groupe social influent. Composé surtout de marchands, d'avocats et de financiers, cette classe aspirait à une reconnaissance de ses droits politiques et économiques qu'elle jugeait injustement limités par les privilèges de la noblesse et du clergé. Sa frustration s'accentuait du fait que, malgré son rôle central dans le développement de l'économie,
elle demeurait exclue des fonctions royales et des honneurs liés à la noblesse. Ce contexte créait un terreau fertile pour le développement d'idées nouvelles sur la justice sociale et les droits individuels. En parallèle, les idées des Lumières jouaient un rôle déterminant dans la mutation intellectuelle de la société française. Des penseurs comme Montesquieu, Voltaire ou Rousseau remettaient en cause les fondements mêmes de l'absolutisme et de la structure sociale inégalitaire. Ils proposèrent des concepts tels que la séparation des pouvoirs, la souveraineté populaire et les droits naturels de l'homme. Ces idées circulaient largement grâce à l'essor de l'imprimerie et aux salons intellectuels, principalement fréquentés par la bourgeoisie et certains membres du clergé libéral. La diffusion de ces concepts contribuait à renforcer le sentiment d'injustice parmi les couches sociales les plus éclairées du tiers-état. Le clergé lui-même n'était pas homogène dans ses positions. Alors que le haut clergé, souvent issu de la noblesse, bénéficiait de richesses et d'influence, le bas clergé, proche du peuple, partageait parfois ses préoccupations. Cette fracture à l'intérieur même du premier ordre accentuait les débats sur la réforme et alimentait le désir de changement. De plus, l'endettement croissant du royaume en raison des guerres coûteuses, comme la participation à la guerre d'indépendance américaine, obligeait la monarchie à envisager une réorganisation des finances, ce qui remettait en question les privilèges fiscaux des ordres privilégiés. Par ailleurs, la croissance démographique des décennies précédentes avait exercé une pression supplémentaire sur les ressources agricoles et urbaines, exacerbant la misère notamment dans les campagnes. Les mauvaises récoltes, comme celle de l'année 1788, entraînaient une hausse des prix des denrées alimentaires, contribuant à l'aggravation du mécontentement populaire. Cette crise économique touchait directement les couches les plus vulnérables et accentuait le clivage entre la noblesse aisée et la population laborieuse. Le rôle des États généraux dans le système monarchique devenait lui aussi problématique. Appelées rarement, ces assemblées réunissaient les représentants des trois ordres pour conseiller le roi. Leur convocation en 1704-29, après un silence de plus d'un siècle et demi, devait répondre à la crise financière aiguë du royaume. Cependant, les divergences quant à la représentation et au mode de vote reflétaient parfaitement le fossé grandissant entre les différentes classes sociales. Le tiers-État revendiquait une représentativité égale, contrairement au clergé et à la noblesse qui désiraient maintenir leur influence disproportionnée. Cette période se caractérisait par une montée progressive de la contestation, tant politique que sociale. Le monopole du pouvoir détenu jusqu'alors par la monarchie et les privilèges était remis en question non seulement par des revendications matérielles, mais aussi par des principes nouveaux issus du siècle des Lumières. Le mariage entre la crise économique et la montée des idées libérales posait les fondements d'une transformation profonde qui allait bientôt ébranler les structures établies. En résumé, la conjonction des difficultés économiques, marquée par une fiscalité inégale, la pression sur les classes laborieuses et l'influence croissante des idées éclairées, créait une atmosphère propice à la révolte. Cette période préparait le terrain à un bouleversement qui ne se limiterait pas à la France, mais qui aurait des répercussions majeures sur la conception même des droits humains et de la souveraineté nationale à travers le monde. Tour à tour, chaque acteur social se voyait contraint de repenser sa place dans une société aux repères en mutation. Ainsi, derrière les tensions apparentes se nouait une transformation plus profonde, nourrie par des aspirations à l'égalité et à la justice. Le projet d'une société nouvelle s'esquissait lentement, porté par une dynamique collective de changement. Cette époque, complexe et riche, sera explorée dans les épisodes suivants avec un regard attentif aux événements cruciaux qui précipitèrent la chute des anciens pouvoirs et marquèrent le passage vers un ordre inédit. Le printemps de l'année 1789 marque un tournant décisif dans l'histoire de la France. Ce moment est caractérisé par une convocation singulière, celle des États généraux, une assemblée rassemblant les trois ordres de la société française de l'Ancien Régime, à savoir la noblesse, le clergé et le tiers-État. Cette réunion, appelée par le roi Louis XVI, avait pour but initial de résoudre la crise financière grave qui frappait le royaume. Cependant, elle allait rapidement prendre une dimension bien plus significative, amorçant des transformations profondes dans le système politique et social de la nation. La convocation des États généraux
n'avait pas eu lieu depuis plus de 160 ans. Cette rareté souligne l'ampleur des problèmes rencontrés par le pays. Les tensions sociales s'accumulaient, notamment parce que le tiers-État, représentant plus de 90% de la population, se trouvait largement sous-représenté et soumis à un poids fiscal disproportionné. Les députés du tiers-État arrivaient avec l'espoir d'obtenir une plus grande justice politique et une réforme du régime monarchique jugée obsolète et injuste. Lors des premières séances, un débat central émergea rapidement. La question du vote par ordre ou par tête. Traditionnellement, chaque ordre disposait d'un vote collectif, ce qui favorisait nettement la noblesse et le clergé, en dépit de leur minorité numérique. Le tiers-État revendiquait un vote individuel afin d'obtenir une représentation plus équitable, reflet de leur majorité démographique. Ce désaccord fit rapidement éclater les lignes traditionnelles et permit la formation d'un esprit critique et revendicatif qui allait bouleverser les institutions. À la suite de l'impasse créée par ce conflit, les représentants du tiers-État prirent une décision sans précédent. Ils se proclamèrent Assemblée nationale, affirmant qu'ils étaient la véritable incarnation de la souveraineté populaire. Ce geste symbolique supprima de facto la légitimité du pouvoir royal absolu et du système des ordres. Dans un geste empreint de gravité, ces députés s'engagèrent à ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Cette promesse, connue sous le nom de serment du jeu de paume, marqua la naissance d'un nouveau pouvoir politique fondé sur la volonté collective. Ce moment inaugural posa les bases d'une transformation radicale des institutions politiques. La monarchie absolue, caractérisée par la concentration de tous les pouvoirs entre les mains du roi, se trouva confrontée à une remise en question profonde. La souveraineté ne pouvait plus être considérée comme un attribut divin, mais devait devenir une réalité politique partagée et encadrée par des lois. Cette idée novatrice ouvrait la voie à la conception moderne des droits et des responsabilités, tant personnelles que collectives. Parallèlement, cette époque vit également l'émergence de nouveaux principes de gestion sociale et de gouvernance. Le rôle des représentants élus devenait central dans la prise de décision, remettant en cause les privilèges héréditaires et les hiérarchies figées. Cette évolution fut accompagnée par une réflexion sur la séparation des pouvoirs, l'équilibre entre les différentes branches du gouvernement et la garantie des libertés individuelles au sein de la société. Ces réflexions allaient façonner en profondeur les systèmes politiques futurs. Pas seulement en France, mais aussi à l'échelle mondiale. Le contexte international amplifia la portée de ces événements. La première constitution écrite née de la Révolution française inspira de nombreuses nations en quête d'indépendance et de réformes démocratiques. Ainsi, ce bouleversement ne se limita pas à la France, mais contribua à une redéfinition globale des relations entre gouvernants et gouvernés. La notion de droit de l'homme, pensée pour garantir la dignité et la liberté de chaque individu, prit une ampleur inédite, devenant un fondement des sociétés modernes. Cependant, cette transition ne se fit pas sans difficulté ni opposition. La noblesse et le clergé, attachés à leurs privilèges, résistèrent longtemps. La monarchie, confrontée à la perte d'autorité, tenta de restaurer son pouvoir par diverses manœuvres. Néanmoins, l'Assemblée nationale poursuivit ses travaux, élaborant des textes fondamentaux tels que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce document affirmait des principes universels de liberté, d'égalité et de fraternité qui tentèrent de poser un cadre moral et juridique pour la nouvelle société. Ces transformations politiques s'accompagnèrent également d'une évolution sociale profonde. La montée en puissance du tiers-État entraîna une réévaluation des rôles et des droits des différentes catégories de population. Le pays élabora progressivement un modèle fondé sur la participation citoyenne, la responsabilité collective et le respect des libertés individuelles. Ce modèle, encore balbutiant à l'époque, devint un héritage durable et inspira de nombreuses constitutions ultérieures. Les événements du printemps 1789 présentent ainsi une transition capitale entre une époque d'Ancien Régime marquée par la tradition et le privilège, et une nouvelle ère caractérisée par les idéaux modernes de gouvernance, démocratique et de respect des droits humains. Le siège des États généraux à Versailles résonna comme le début d'un processus historique majeur, qui allait reconfigurer la place de la France dans le monde et ouvrir la voie à une nouvelle conception de la société. Les débats passionnés,
les remises en question des fondements du pouvoir royal et la proclamation de l'Assemblée nationale furent autant d'actes fondateurs d'une révolution politique qui influença durablement le cours de l'histoire universelle. Ces transformations, complexes et progressives, constituent une étape nécessaire à la mise en place des principes qui régissent aujourd'hui nos démocraties. Ainsi, le souvenir de cette période invite à réfléchir sur la manière dont la construction politique résulte souvent de moments de rupture et de créativité collective. La Révolution française incarne un exemple unique où le peuple, par le biais de représentants, sut s'affirmer comme acteur décisif du destin national. Ce moment fondateur restera une source d'études, d'inspiration et de compréhension des évolutions sociopolitiques contemporaines. À mesure que ces idées prirent corps, les institutions françaises s'adaptèrent pour intégrer les nouveaux principes de souveraineté populaire, de droit à la participation et de respect des libertés. Ce processus se poursuivit dans les années suivantes, marquant la naissance d'une nouvelle architecture politique et sociale. La lente transformation qui suivit permit d'établir des fondements solides pour les réformes à venir. C'est à partir de cet engagement initial, cette convocation des États généraux et la proclamation de l'Assemblée nationale, que s'ouvrit un chapitre essentiel de l'histoire de France. Le passage d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, puis à la République, fut jalonné de conflits et d'adaptations, mais aussi de progrès significatifs pour les droits humains. Les conséquences de ces choix dépassèrent largement les frontières de la nation française, contribuant à façonner les idées politiques des temps modernes. La Révolution française, par ses transformations institutionnelles, ouvrit la voie à la reconnaissance progressive des droits de l'homme et à la diffusion des idées démocratiques dans le monde entier. Ce legs demeure au cœur des systèmes politiques actuels. En préservant la mémoire de ces événements, il est possible de mieux comprendre les mécanismes complexes qui sous-tendent le changement politique et social. La volonté collective d'aller vers une société plus juste et égalitaire, ainsi que les défis rencontrés pour y parvenir, restent des sujets d'étude et de réflexion indispensables. Le calme relatif qui suivit la convocation et la transformation des États généraux permit d'instaurer des bases juridiques nouvelles, tout en préparant la scène à des bouleversements ultérieurs, qui seraient tout aussi déterminants. Ce moment d'intense activité intellectuelle et politique, aux conséquences multiples, constitue un point de départ incontournable pour saisir la portée de la Révolution française. Les événements marquant le début de la Révolution française trouvent leur point culminant dans la prise de la Bastille, symbole de l'oppression monarchique. Ce jour de juillet, en 1789, la population parisienne, exaspérée par la crise économique et les inégalités sociales, s'empare de cette forteresse. La Bastille n'était plus qu'une prison peu utilisée, mais sa chute représentait la chute d'un pouvoir absolutiste jusqu'alors incontesté. Peu après, des réformes majeures furent entreprises par l'Assemblée nationale issue des États généraux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en août, affirma l'égalité devant la loi et la souveraineté du peuple. Ce texte fondamental deviendra un pilier des démocraties modernes, reconnaissant à chacun des libertés essentielles telles que la liberté d'expression et la participation politique. Dans le même temps, les privilèges féodaux qui structuraient la société, assurant le pouvoir et les richesses à une minorité, furent abolis. Le clergé et la noblesse perdaient ainsi leurs avantages exclusifs, tandis que le tiers-État, longtemps opprimé, gagnait en droit et en reconnaissance. Cette réorganisation sociale posa les bases d'un État plus égalitaire et plus juste, même si la mise en œuvre de ces mesures connaissait de nombreuses difficultés. La Révolution imposa une refonte profonde du système politique. La monarchie absolue, incarnée par Louis XVI, fut progressivement remplacée par une monarchie constitutionnelle, puis par la République. Ce passage marque une étape cruciale vers la démocratie, avec l'instauration de nouvelles institutions fondées sur la participation populaire et la séparation des pouvoirs. La tension entre anciennes traditions et idées nouvelles engendra des conflits internes, parfois violents. Pourtant, malgré les troubles, ces transformations permirent l'émergence d'un état de droit reposant sur l'idée que la légitimité du pouvoir émane du peuple et non d'un droit divin. Cette pensée révolutionnaire eut un impact durable bien au-delà des frontières françaises. L'influence de ces événements s'étendit rapidement en Europe et dans le monde. Les principes de liberté, d'égalité et de fraternité
inspirèrent d'autres mouvements, provoquant des révisions majeures des systèmes politiques internationaux. La Révolution française devint ainsi un modèle et une source d'espoir pour ceux qui revendiquaient des droits civiques et politiques. La période qui suivit vit également des débats sur le sens de la justice et sur les conditions de l'égalité. Des tensions sociales persistèrent et la question des droits de propriété, des libertés individuelles face à l'État, resta centrale. La Révolution mit en lumière ces problématiques en les plaçant au cœur du projet politique. Au fil des années, la société française fut profondément transformée. L'abolition des privilèges anciens signifia un bouleversement des rapports sociaux et une tentative d'égalité juridique. Ces changements marquèrent un tournant dans l'histoire, préparant le terrain à la modernité politique et aux avancées en matière de droits humains. En synthèse, ces grandes étapes, de la prise de la Bastille à l'adoption des droits de l'homme, constituent la pierre angulaire de la Révolution française. Leur portée dépasse l'histoire de la France en signant le début d'une ère nouvelle. Elles font de cette période un moment clé dans la construction des sociétés contemporaines. Cette transformation progressive affecta non seulement les structures politiques, mais aussi les représentations sociales et les mentalités. Elle posa les jalons de l'idée moderne de citoyenneté, définie par la participation et la reconnaissance des droits universels. Ces acquis restent au cœur des débats démocratiques actuels. Ainsi, la Révolution française, malgré ses turbulences et contradictions, forma le socle de la conscience politique moderne. Le monde entier en hérita un modèle politique fondé sur la liberté individuelle et l'égalité juridique, principes essentiels toujours défendus aujourd'hui. À mesure que se précisait le nouveau cadre légal, la France se confrontait à la nécessité d'inscrire ces idéaux dans la pratique quotidienne. Ce processus complexe, fait de progrès et de résistance, dessina les contours de la société civile moderne. La dynamique révolutionnaire manifeste cette volonté de rupture avec les structures anciennes. Le récit des transformations politiques et sociales s'accompagne donc d'une réflexion profonde sur les fondements du pouvoir. La Révolution fit place à une gouvernance où le droit remplace la tradition, où le peuple devient acteur principal de son destin. Ces éléments sont déterminants pour comprendre l'évolution des États-nations. L'importance historique de ces événements réside dans leur capacité à propager des valeurs nouvelles. La France devient un laboratoire politique où se négocient la liberté, l'égalité et la souveraineté populaire. Ces concepts alimentent la modernité politique et les mouvements de libération à travers le monde. En conclusion, les grandes avancées issues de la Révolution française, depuis la chute de la Bastille jusqu'à l'abolition des privilèges et la Déclaration des droits de l'homme, représentent une rupture majeure. Ce passage marque le basculement entre un ancien régime fondé sur la hiérarchie et un modèle démocratique fondé sur la reconnaissance universelle des droits. Ce cheminement historique rigoureux éclaire la transformation globale des sociétés occidentales à l'aube de l'époque contemporaine. Il prépare le terrain aux évolutions politiques et sociales ultérieures, qui seront à leur tour des étapes cruciales dans la construction des États et des droits. Poursuivons à présent cette exploration avec une attention portée aux conséquences internationales et culturelles qui suivent ces événements décisifs. La transformation politique que la France a connue à la fin du XVIIIe siècle a profondément modifié le rôle de la monarchie, marquant une étape majeure dans l'histoire politique moderne. Dès les prémices de la Révolution, le pouvoir absolu des rois, qui avait dominé pendant plusieurs siècles, a commencé à s'effriter sous la pression combinée des idées nouvelles et des revendications sociales. Le roi Louis XVI, en particulier, s'est retrouvé confronté à un défi inédit. Comment concilier son autorité traditionnelle avec les attentes d'un peuple en quête de justice et de participation politique? Cette tension a façonné les événements qui allaient conduire à la fin de l'Ancien Régime. Le changement fondamental est intervenu avec l'adoption de la Constitution de 1789, qui établissait pour la première fois une monarchie constitutionnelle en France. Ce texte limitait explicitement les prérogatives du souverain en les soumettant au contrôle d'une assemblée nationale élue. Ainsi, le roi cessait d'être le seul détenteur du pouvoir législatif pour devenir le garant de la Constitution et le chef de l'exécutif soumis aux lois. Cette réforme marquait une rupture profonde avec la tradition absolutiste, tout en imposant une nouvelle forme d'équilibre entre pouvoirs. Parallèlement à ces évolutions formelles,
une nouvelle dynamique politique s'est mise en place, caractérisée par la multiplication des débats et la participation accrue de la population à la vie publique. Les assemblées, notamment les États généraux, puis l'Assemblée nationale, ont joué un rôle central dans ce processus. Elles ont incarné l'expression des volontés populaires, remettant en cause l'idée que la souveraineté résidait exclusivement dans la personne du roi. Cette négociation permanente entre la monarchie et le corps social a été source de tensions, mais également de progrès démocratiques significatifs. L'abolition des privilèges en août 1789 a symbolisé cette volonté de transformation sociale et politique. Le système féodal, qui avait longtemps structuré la société française, a été remis en question au profit de droits égaux pour tous les citoyens. Ce passage a accompagné la montée en puissance des droits individuels et politiques, constituant une des pierres angulaires de la Révolution. Le roi, bien que toujours présent, voyait son rôle réduit à celui d'une figure encadrée par des lois visant à garantir l'égalité et la justice. Cependant, cette transition ne s'est pas faite sans à-coups. La méfiance croissante envers la monarchie, nourrie par les événements et les discours politiques, a conduit progressivement à une radicalisation des positions. Le roi Louis XVI, dont l'autorité était désormais conditionnée par la Constitution, a été perçu par certains comme un obstacle à la réalisation complète des réformes. Cette opposition a culminé avec la suspension de la monarchie, qui a ouvert la voie à la proclamation d'une république. Ce changement a symbolisé la fin d'une ère, mais aussi la naissance d'un nouveau régime politique fondé sur la souveraineté populaire. La création des organes exécutifs et législatifs dans ce nouveau contexte a profondément remodelé l'organisation de l'État. La Convention nationale, assemblée élue pour gouverner, a pris en charge la direction politique, incarnant un pouvoir collectif éloigné du pouvoir personnel du roi. Ce fonctionnement s'appuyait sur des principes de représentativité et de responsabilité devant le peuple, reflétant les idéaux de liberté et d'égalité portés par la Révolution. Ces institutions nouvelles ont posé les bases d'un État moderne et démocratique. Au-delà des structures politiques, cette période a également vu l'émergence d'une citoyenneté active, où chaque individu prétendait participer à la vie nationale. Les notions de droits de l'homme et de devoirs civiques se sont diffusées dans la société, renforçant le projet républicain. Les débats sur la nature de la souveraineté, la place de la liberté individuelle et la justice sociale ont profondément influencé les transformations institutionnelles. Ce mouvement a permis de réinventer le rôle de l'État dans la vie quotidienne. La Révolution a aussi marqué un tournant dans le rapport entre Église et État. La monarchie traditionnelle, souvent associée à l'autorité religieuse, a vu ce lien se distendre au profit d'une laïcité progressive. Les biens de l'Église ont été nationalisés et les institutions religieuses ont perdu une partie importante de leur pouvoir politique. Cette séparation a contribué à affirmer la neutralité de l'État vis-à-vis des cultes, principe désormais essentiel dans la conception républicaine de la France. Il est important de noter que certaines résistances ont persisté tout au long de cette période. Des factions royalistes, ainsi que des opposants au changement radical, ont tenté de freiner la transformation politique. Ces conflits internes, parfois violents, ont souligné la complexité d'un passage qui ne pouvait se faire que dans la confrontation des idées et des intérêts. Toutefois, le mouvement global est resté irréversible et a abouti à une nouvelle organisation politique durable. Au final, la réduction du rôle monarchique et la mise en place des nouveaux organes de pouvoir ont permis une refonte complète de l'État français. Cette évolution a donné naissance à des principes qui continuent d'influencer les démocraties contemporaines, notamment la séparation des pouvoirs, la souveraineté populaire et la protection des droits fondamentaux. La France s'est ainsi positionnée en pionnière d'un modèle politique qui dépasse ses frontières géographiques et temporelles. La période de transition fut longue et complexe, mais a marqué un véritable tournant. Le passage d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, puis à une république, a modifié les fondements même de la légitimité politique. Cette transformation n'a pas seulement changé la France, elle a inspiré de nombreux mouvements à travers le monde, posant les bases d'un nouvel ordre politique fondé sur l'égalité et la liberté. Ce récit historique s'achève ainsi sur l'idée que la remise en question de la domination monarchique a été essentielle pour l'émergence d'un pouvoir démocratique moderne. Les institutions créées à cette époque ont établi un cadre dans lequel la souveraineté ne dépend plus de l'hérédité ou de la force,
mais de la volonté collective de la nation. Ce changement de paradigme a façonné la France et continue d'orienter les débats sur la nature du pouvoir politique. Il conduit naturellement à l'étude des conséquences concrètes de ces transformations sur la société et les droits civiques dans la période suivante. La Révolution française, débutée en la fin du XVIIIe siècle, a profondément bouleversé les structures sociales et politiques de la France, mais aussi influencé de manière durable la conception des droits humains à travers le monde. À l'origine, le régime monarchique absolu maintenait un ordre rigide fondé sur des privilèges héréditaires et une division stricte des classes sociales. Ce système consolidait l'inégalité en limitant fortement la participation politique à une petite élite. Avec l'émergence des idées des Lumières, la contestation de ce modèle s'est intensifiée. Des philosophes tels que Montesquieu, Rousseau et Voltaire ont élevé le débat autour de la liberté, de l'égalité et de la souveraineté populaire. Ces conceptions ont nourri la volonté d'instaurer un ordre plus équitable, où les droits seraient garantis pour tous les citoyens indépendamment de leur naissance ou de leur statut social. Ce contexte a fourni le terreau intellectuel nécessaire à la déclenchement de la Révolution. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en l'année 1799, représente une étape cruciale. Ce document proclame des principes fondamentaux tels que la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Il affirme que la loi est l'expression de la volonté générale, établissant ainsi un lien direct entre le peuple et le pouvoir politique. Cette articulation a marqué un tournant vers une démocratie naissante et a posé les bases juridiques pour la protection des droits individuels. Les réformes législatives n'ont pas tardé à suivre. L'abolition des privilèges, la suppression des droits féodaux et l'instauration d'une fiscalité plus équitable démontent les structures anciennes. De plus, la mise en place d'institutions républicaines vise à garantir la représentativité et l'égalité devant la loi. Ces changements ont tenté de transformer radicalement la société française en substituant au modèle monarchique un système fondé sur la citoyenneté active. Toutefois, ce processus de transformation n'a pas été exempt de tensions et de contradictions. La question des droits des femmes, par exemple, reste largement non résolue pendant cette période. Malgré les discours égalitaires, la Révolution française ne parvient pas à faire droit à une réelle participation politique féminine. De même, les esclaves dans les colonies françaises n'acquièrent leur liberté qu'après des luttes prolongées. Cette complexité illustre que la Révolution ne signifiait pas un progrès uniforme pour tous les segments de la société. Sur le plan international, les idées révolutionnaires se sont rapidement diffusées, inspirant d'autres mouvements de libération et de réforme. Les principes d'égalité et de droits universels commencent à s'imposer au-delà des frontières françaises, notamment en Europe et dans les Amériques. La Révolution a ainsi contribué à redéfinir le rapport entre les individus et l'État, ouvrant la voie à des systèmes politiques plus inclusifs et démocratiques. L'une des conséquences majeures à long terme fut l'institutionnalisation du concept de droits de l'homme dans les cadres juridiques nationaux et internationaux. La Déclaration française a servi de modèle et de référence pour des documents fondamentaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme du XXe siècle. Par ailleurs, le combat pour l'établissement de ces droits s'est inscrit dans une démarche historique complexe, mêlant progrès et résistance. En revenant sur cette période historique, on constate que la Révolution n'a pas seulement aboli une monarchie, mais a introduit une nouvelle conception des rapports sociaux et politiques. La souveraineté populaire et la garantie des libertés individuelles deviennent des valeurs centrales. Ce passage d'un régime autoritaire à une société fondée sur les droits universels incarne un changement paradigmatique, encore discuté et apprécié pour son héritage complexe. Ainsi, la Révolution française a jeté les bases d'une société moderne, articulée autour de l'égalité devant la loi et la reconnaissance des droits. Elle a instauré un débat durable sur la nature de ces droits et sur la manière de les protéger. Plus que jamais, cette période rappelle que les droits ne sont pas acquis une fois pour toutes, mais doivent être continuellement défendus et adaptés aux évolutions des sociétés. La manière dont ces idées ont été institutionnalisées s'est traduite par la création d'assemblées élues, l'adoption de constitutions successives et la promulgation de codes civils qui ont structuré la vie sociale et juridique. Ces avancées ont favorisé l'émergence d'un citoyen doté de droits et de devoirs, participant à la construction politique de son pays.
Cette dynamique a marqué la fin d'un ordre figé et l'ouverture vers une société en constante évolution. Le lien étroit entre révolution et émancipation des droits humains reste donc une thématique centrale dans l'étude de cette période. Les conquêtes politiques de cette époque ont durablement influencé la pensée juridique et politique. Elles sont devenues un réservoir de référence pour toutes les luttes pour la liberté, l'égalité et la justice sociale à venir. La portée internationale de ces transformations reste aujourd'hui une réalité tangible. En conclusion, cette période révolutionnaire a posé la première pierre d'un édifice où le droit devient l'outil majeur de la protection des individus. Cette nouvelle conception a profondément modifié les relations entre gouvernants et gouvernés, en s'appuyant sur des principes d'universalité et de dignité. L'héritage de cette mutation s'exprime encore dans les débats contemporains sur les droits civils, sociaux et politiques. Il est important de souligner que cette révolution n'a pas été un événement isolé, mais plutôt un moment clé dans une longue histoire de recherche et d'adaptation des sociétés. Son influence majeure sur l'architecture des droits humains montre combien il est essentiel d'analyser ces moments avec attention, pour comprendre l'évolution continue des idées politiques. La Révolution française reste donc un exemple fondamental de la mutation des sociétés modernes. Ce récit permet de mieux saisir comment les idées de liberté et d'égalité ont pu s'imposer face à des régimes contestés. En éclairant le chemin parcouru, il prépare également le terrain pour explorer les transformations qui suivirent, notamment les défis et adaptations qu'imposèrent les révolutions ultérieures. La réflexion sur cette période constitue ainsi un passage obligé pour appréhender pleinement le parcours des droits humains. La Révolution française, survenue à la fin du XVIIIe siècle, n'a pas seulement transformé la France. Elle a jeté les bases d'un changement profond qui a résonné à travers le monde, modifiant les perceptions du pouvoir, de la liberté et des droits humains. Les idées qui en ont émergé furent exportées explicitement ou implicitement dans de nombreux contextes politiques et sociaux, influençant la formation des États modernes. Il est important de comprendre comment ces principes ont traversé les frontières nationales pour saisir pleinement leur portée. Avant la Révolution, l'Europe était dominée par des monarchies absolues où le pouvoir était centralisé et souvent perçu comme divin. Les revendications de la Révolution française proposaient un ordre nouveau fondé sur l'égalité devant la loi et la souveraineté populaire. Ces idées, jusque-là limitées à un cercle restreint d'intellectuels, ont soudain pris une dimension accessible et mobilisatrice pour un large public. Le concept de droit naturel de l'homme s'est ainsi affirmé comme un principe universel au-delà des particularismes nationaux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en 1789, marque un tournant crucial. Ce texte incarne une vision où liberté, égalité et fraternité structurent un nouveau pacte social. En affirmant que les droits fondamentaux sont inaliénables, il a servi de modèle pour de nombreuses constitutions ultérieures. Son influence s'est étendue au-delà de l'Europe, notamment en Amérique latine, où des mouvements d'indépendance ont puisé dans ces idées pour légitimer leur lutte. De nombreux États européens observèrent avec attention ce bouleversement. Certaines élites conservatrices tentèrent de réprimer ces idées, tandis que d'autres furent inspirées pour adopter des réformes. Par exemple, la Révolution belge de 1831, bien que distincte, fut en partie nourrie par les courants révolutionnaires français. L'idée que les peuples pouvaient disposer d'eux-mêmes a contribué à remodeler la carte politique du continent, une dynamique qui s'est prolongée tout au long du XIXe siècle. Le phénomène ne se limita pas à l'Europe. En Amérique du Nord, la Révolution américaine, bien antérieure, partageait des principes communs avec la Révolution française, mais celle-ci contribua à renforcer la notion de droits universels en dépassant la simple indépendance politique. Elle posa les bases d'un discours global sur les droits de l'homme que des penseurs progressistes diffusèrent à travers le monde. Ce mouvement fut un catalyseur pour les futures revendications en faveur de la démocratie et de la justice sociale. Par ailleurs, la diffusion des idées révolutionnaires fut également facilitée par l'essor des médias imprimés. Pamphlets, journaux et brochures circulaient bien au-delà des frontières, éveillant les consciences et encourageant des formes de résistance face aux régimes autoritaires. La Révolution française s'inscrivait alors dans un contexte plus large de transformation culturelle et sociale, où la raison et l'émancipation individuelle
gagnait en importance, conjuguant la politique à une dynamique intellectuelle, internationale. La Révolution provoqua aussi une remise en question du rôle de la religion dans la société. En prônant la laïcité et la séparation des pouvoirs religieux et politiques, elle posa un nouveau cadre de référence qui allait inspirer de nombreux pays. Cette sécularisation progressive permit de repenser les rapports entre État et société civile, contribuant à l'émergence d'États modernes où les droits individuels sont garantis indépendamment des croyances. Il est également essentiel de mentionner l'impact sur les droits des femmes. Bien que la Révolution ne les ait pas immédiatement incluses dans son projet politique, elle ouvrit un débat sur leur place dans la société. Des figures comme Olympe de Gouges, avec sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, illustrèrent les premières revendications féministes. Ces idées furent à la source de mouvements ultérieurs qui cherchèrent à étendre les droits civiques et politiques à l'ensemble des citoyens, sans distinction de genre. La portée internationale des transformations françaises se manifeste encore aujourd'hui. Nombre de constitutions modernes reprennent des principes définis pendant cette période, qui restent fondamentaux pour la démocratie. Par exemple, le concept de souveraineté populaire implique que le pouvoir politique émane du peuple et non d'un monarque ou d'une élite. Cela a influencé des systèmes politiques variés, de monarchies constitutionnelles à des républiques. Enfin, la Révolution française a aussi engendré des tensions et débats, notamment en ce qui concerne la violence révolutionnaire et la manière de mettre en œuvre les idéaux proclamés. Ces controverses ont alimenté des réflexions sur le rapport entre liberté et ordre, ainsi que sur le rôle de l'État dans la protection des droits. Le processus de modernisation politique, bien que conflictuel, a ainsi façonné durablement les sociétés contemporaines. L'héritage de la Révolution dépasse le cadre strictement national en étant un moteur essentiel des transformations globales. Le passage du pouvoir absolu à un modèle où l'individu est reconnu comme détenteur de droits fondamentaux demeure un jalon incontournable. Cette évolution a contribué à la construction d'un monde où les idées de justice, d'égalité et de solidarité sont au cœur des aspirations humaines. C'est dans cette continuité que s'inscrivent les changements à venir. La Révolution française demeure un sujet chargé à la fois de faits historiques et de récits largement diffusés qui ont façonné notre vision collective. Il est essentiel de distinguer les mythes des réalités afin de mieux comprendre l'étendue et la portée de ce bouleversement majeur. Beaucoup imaginent une France plongée dans un chaos permanent, dominée par la violence et les exécutions sommaires. Mais cette image, bien que partiellement fondée sur des événements réels, ne reflète pas toute la complexité du processus révolutionnaire. L'un des mythes les plus répandus est celui d'une révolution exclusivement sanglante et anarchique. Certes, l'exécution du roi Louis XVI et la terreur demeurent des épisodes tragiques et symboliques, mais ils ne représentent pas l'intégralité du mouvement. La Révolution a également été un moment d'effervescence intellectuelle, marquant un tournant décisif dans la construction des droits humains et de la démocratie. Les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité ont émergé au cœur des débats et ont perduré bien au-delà de la période révolutionnaire. Les représentations culturelles, notamment dans la littérature et le cinéma, ont contribué à renforcer certains clichés. Par exemple, la figure de la guillotine est devenue l'emblème absolu de la Révolution, éclipsant les transformations sociales et institutionnelles profondes qui ont eu lieu. Ces interprétations, souvent dramatisées, tendent à simplifier un mouvement complexe, rendant difficile une appréciation nuancée des événements. Elles reflètent parfois davantage les préoccupations ou les sensibilités des époques ultérieures que la réalité historique propre à la fin du XVIIIe siècle. Il est aussi courant d'entendre que la Révolution a été un soulèvement spontané du peuple contre la monarchie absolue. En vérité, ce processus a été le résultat d'une conjonction de facteurs sociaux, politiques et économiques accumulés sur plusieurs décennies. La crise financière, exacerbée par des dépenses militaires et des inégalités fiscales, a rendu intenable le régime. Par ailleurs, la montée en puissance d'une bourgeoisie éduquée, aspirant à plus de participation politique, a aussi joué un rôle crucial. La dynamique révolutionnaire s'est donc construite dans un contexte de tensions multiples plutôt que par un simple raz-de-marée populaire. Par ailleurs, la manière dont la révolution est enseignée dans différents pays reflète des approches variées. Certains systèmes éducatifs insistent sur son rôle fondateur dans la promotion des droits civils.
D'autres la présentent comme une période de trouble et de radicalisation. Ces variations expliquent partiellement les divergences dans la perception collective, influencées par des choix idéologiques plus larges, voire des récits nationaux concurrents. Cela souligne l'importance de consulter plusieurs sources pour saisir la richesse de cet événement historique. L'étude des discours révolutionnaires met aussi en lumière un autre aspect souvent méconnu, la construction même des mythes. Les acteurs de la Révolution, ainsi que les historiens ultérieurs, ont parfois déformé ou amplifié certains faits pour servir des visions politiques ou symboliques précises. Par exemple, la mise en avant des notions d'égalité radicale visait à légitimer des changements institutionnels, tandis que la dramatisation des conflits internes alimentait des justifications pour des mesures sévères comme la terreur. Cette instrumentalisation historique est une clé pour comprendre comment la mémoire collective évolue. Au-delà des images dominantes, subsiste la réalité d'une révolution qui a profondément remodelé non seulement la France, mais aussi l'ensemble du monde occidental. Elle a donné naissance à des principes qui sont devenus des piliers universels, notamment la souveraineté populaire et la reconnaissance des droits de l'homme. Ces acquis, bien qu'imparfaits et en constante évolution, constituent un legs durable. Cette transformation majeure ne se produit pas dans la violence seule, elle s'inscrit aussi dans une volonté de redéfinition de la société et des relations entre gouvernants et gouvernés. Il convient de mentionner que malgré les progrès engendrés, la période révolutionnaire fut marquée par des contradictions. La liberté longtemps proclamée coexistait parfois avec la répression brutale d'opposants. Et les débats sur l'égalité laissaient souvent de côté des groupes entiers comme les femmes ou les classes les plus modestes. Cette complexité historique invite à une lecture critique dépassant les simplifications souvent véhiculées par les récits populaires. Elle révèle une France traversée par des tensions multiples, en perpétuel mouvement vers des conceptions renouvelées du pouvoir et de la société. En définitive, la Révolution française apparaît comme un phénomène multidimensionnel mêlant idéaux, conflits, espoirs et désillusions. Les mythes qui l'entourent ne doivent pas masquer les réalisations et les défis qu'elle a suscités. La compréhension de cette période exige patience et rigueur, ainsi qu'une ouverture à diverses interprétations historiques. Ce regard apaisé permet de saisir à quel point cet épisode a été un moteur essentiel de transformation majeure et durable. À présent, l'exploration peut s'orienter vers les étapes suivantes qui ont consolidé ces acquis et influencé le monde contemporain. L'héritage de la Révolution française s'inscrit profondément dans la trame de notre monde contemporain, incarnant une transformation sans précédent des idées et des structures politiques. Cette période a marqué un basculement fondamental, passant d'une société dominée par la monarchie absolue et les privilèges héréditaires à un ordre fondé sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Dès le déclenchement des mouvements révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle, la France est devenue le creuset de changements politiques qui allaient influencer non seulement son propre destin, mais aussi celui de nombreuses nations à travers le globe. La disparition progressive du pouvoir exercé exclusivement par les rois s'accompagne d'un questionnement profond sur la nature de l'autorité et de la souveraineté. L'idée que la légitimité du pouvoir doit émaner du peuple plutôt que d'un droit divin était révolutionnaire. Cette transformation a accompagné l'apparition de nouvelles institutions politiques, telles que les assemblées représentatives, dessinant les contours des démocraties modernes. Les revendications portées par les révolutionnaires ont posé les bases des droits civils et politiques, en affirmant que tous les individus doivent bénéficier d'une égalité juridique devant la loi. Les idées issues de cette époque ont profondément influencé la conception des droits humains, transférant l'attention vers la dignité individuelle et les libertés fondamentales. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en 1789, représente un texte fondateur, posant les principes universels de liberté d'expression, de propriété, de sûreté et de résistance à l'oppression. Ce document a servi de référence pour des mouvements ultérieurs dans différents pays, façonnant la pensée politique et juridique internationale sur des siècles. Sur le plan social, la rupture avec l'Ancien Régime a permis l'effondrement des structures rigides qui enfermaient les individus dans des classes fixes. L'abolition des privilèges et la suppression des distinctions juridiques fondées sur la naissance ont ouvert la voie à une société plus mobile, où l'ascension sociale et la participation civique deviennent accessibles à un plus grand nombre.
Cela a également amorcé des processus complexes, parfois conflictuels, vers une plus grande justice sociale, en modifiant profondément la relation entre les citoyens et l'État. La portée mondiale de la Révolution française se manifeste par l'inspiration qu'elle a suscitée au-delà des frontières hexagonales. Les idéaux révolutionnaires ont nourri nombre de mouvements pour l'indépendance et les droits politiques sur tous les continents. Que ce soit en Europe, en Amérique ou dans d'autres régions, la contestation des monarchies absolues et l'affirmation de la souveraineté populaire ont trouvé un écho puissant, remodelant les cartes politiques et les régimes de gouvernance. La diffusion de ces principes a ainsi contribué à l'émergence progressive d'un système international fondé sur l'égalité entre les États et le respect des droits humains. Toutefois, il est important de souligner que le processus révolutionnaire n'a pas été linéaire et exempt de contradictions. Les excès de la terreur, la montée de figures autoritaires, ainsi que les débats internes sur la signification exacte des libertés, illustraient les tensions inhérentes à toute transformation majeure. Ces événements reflètent la complexité d'une période où les aspirations à un monde juste se confrontaient aux réalités d'un pouvoir à reconstruire, incitant à envisager la révolution comme une dynamique à multiples facettes plutôt qu'un simple épisode d'effondrement. De plus, les idées républicaines consolidées pendant la Révolution ont donné naissance à des formes nouvelles de participation politique, posant des jalons pour les systèmes représentatifs et parlementaires actuels. La notion de citoyen actif, capable de contribuer au gouvernement public, s'inscrit dans cette lignée, avec des implications durables pour la manière dont les sociétés modernes conçoivent la légitimité démocratique. Les institutions nées de cette époque servent encore de garantes des droits et de la liberté politique, même si elles continuent d'évoluer sous l'effet de nouveaux défis. Sur le plan juridique, la codification des lois et la restructuration des systèmes judiciaires issus de la Révolution ont également laissé une empreinte durable. Le Code civil, instauré au début du XIXe siècle, synthétise plusieurs des avancées révolutionnaires et établit des normes qui régissent encore aujourd'hui le droit privé dans de nombreux pays. Cette uniformisation a contribué à l'abolition des privilèges locaux et à la promotion d'une égalité formelle devant la loi. Principes qui sous-tendent une grande part des systèmes juridiques contemporains. Enfin, le legs révolutionnaire fait écho dans les débats contemporains sur la citoyenneté, la laïcité et les droits sociaux. En mettant l'accent sur l'égalité et la participation commune, les valeurs issues de la Révolution continuent d'inspirer les réflexions sur la manière d'équilibrer liberté individuelle et cohésion sociale. Cela se manifeste aussi dans la manière dont les sociétés modernes abordent les questions de diversité, d'inclusion et de justice distributive, cherchant à prolonger les idéaux de l'époque révolutionnaire dans un contexte globalisé. Ainsi, l'impact de la Révolution française dépasse largement son cadre historique immédiat. Elle constitue une référence constante pour comprendre les mécanismes de la transformation politique et sociale. Ces principes ont façonné des conceptions modernes du pouvoir et de la légitimité, et leur influence demeure tangible dans les institutions démocratiques actuelles, les systèmes juridiques et les cultures politiques. Ce legs complexe, fruit d'un moment crucial de l'histoire, invite à une réflexion continue sur les conditions nécessaires au progrès politique et social. Dans cette perspective, la Révolution peut être vue comme une étape fondatrice, celle où s'est affirmé le désir d'un monde plus juste et où ont été posées les bases des droits universels qui structurent encore aujourd'hui la vie collective. En prolongement de cette analyse, il sera utile d'explorer les développements ultérieurs qui ont permis de concrétiser ces principes dans les systèmes contemporains, illustrant ainsi l'évolution continue de la démocratie et des droits humains à travers le temps.